Bonjour, dans cette vidéo je vais vous présenter comment installer pfSense, rendre l'installation et la configuration permanente sur GNS3. Donc ici on va voir en même temps l'installation, de toute façon l'installation sur GNS3 dans une machine KVM ou sur du réel, c'est exactement la même chose, c'est exactement la même procédure. Donc je vais ouvrir mon GNS3 et je vais créer tout de suite une nouvelle topologie. Donc c'est plus pratique, c'est plus rapide, ça j'en ai déjà parlé, puisque le serveur va être en attente de création et d'ajout de matériel dans ma topologie. Donc ça va répondre beaucoup plus vite. Alors pfSense c'est principalement un pare-feu, ça fait aussi du VPN, ça fait pas mal de choses, mais c'est principalement du matériel de sécurité. Donc je vais aller le chercher dans matériel de sécurité. Maintenant on l'a vu aussi, on pourrait très bien ajouter un template dans n'importe quelle rubrique. Sauf que là si je le fais dans sécurité, on va tout de suite le voir apparaître dans le matériel présent. Je vais ajouter le template et je vais aller dans installation. Je vais lui dire de l'installer depuis mon GNS3 et tout simplement je vais aller chercher dans les templates un nouveau template. J'ai tapé pf ou pfSense et puis en fonction du filtre, eh bien il va m'afficher mon pfSense et je vais tout simplement continuer en cliquant sur l'installation. Et là je vais l'installer sur serveur. Alors si vous avez une machine virtuelle, vous pouvez le faire, donc sur une VM GNS3, vous pouvez le faire finalement sur ce que vous voulez. Alors comme je l'installe sur VM ou sur serveur, il va me proposer le binaire d'exécution, donc QEMU. Donc QEMU on le retrouve généralement soit en 32, soit en 64 bits. Alors là je vais pas chercher à comprendre, de toute façon il est sélectionné par défaut, donc je vais continuer directement. Et je vais arriver dans les différentes versions qui sont proposées. Donc pour moi je l'ai déjà téléchargé, mais si vous voulez le télécharger, il suffira d'aller dans Download. On sélectionne le fichier qu'on veut. Puisque pfSense, pour pouvoir l'installer, en tout cas sous forme de template, il nous faut deux choses. Il nous faut l'ISO, donc le programme d'installation, et puis un disque dur. Donc on va le faire en deux fois. Alors il arrive souvent que le fichier QCOW2 est déjà présent sur la machine, puisque en réalité on va tout simplement télécharger un fichier vide. On va télécharger un fichier vide de 100 Go. Mais il y a d'autres templates qui vont utiliser des fichiers vides de 8, 10, 30 Go. Donc en réalité, souvent, il est déjà présent pour les autres. On voit par exemple que ça va être le même fichier qui va être utilisé pour les différentes versions. Donc on clique sur l'ISO si on a besoin de télécharger l'ISO. On clique sur le QCOW2 si on en a besoin. Et quand on a les fichiers, quand on va faire un refresh, il va nous dire voilà, il est prêt à être installé. Donc tout simplement on va l'installer, on va confirmer. Et à la fin il va nous dire que le template a été ajouté dans le matériel de sécurité. Donc là ça dépend du template, ça dépend de la rubrique auquel il est apparenté. Donc une fois que mon template a été rajouté, je vais tout de suite le renommer en modifiant la configuration de ce template. Alors une grande partie de tout ça a déjà été vue dans une de mes vidéos précédentes. Et je vais laisser ouvert la configuration de mon template. Et là maintenant je vais aller me rendre sur mon serveur, sur ma machine avec SSH, ça j'en ai aussi parlé, avec WinSCP pour celui qui sait utiliser WinSCP, ou tout simplement, de toute façon on peut le faire directement en étant sur la machine directement. Et là je vais passer dans Shell et je vais aller me connecter en Shell dans ma machine, dans mon serveur. Et là tout est marqué, de toute façon c'est marqué sur le
page d'information que les images sont dans OPT GNS3. Donc je vais faire un CD espace slash OPT slash GNS3 slash image. Et là, si je fais un ls, on va voir qu'on va retrouver différents types d'images. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est les images QEMU. Donc je vais faire un CD QEMU. Et là, c'est pareil, donc ça va être suivant votre aile, suivant les uns et les autres. Eh bien, on va pouvoir copier le fichier empty 100 gig.qcow2 ou 8.30. Maintenant, on va voir que 8 ça va pas. Par contre, vous pouvez très bien copier un 30. Donc, on va copier tout simplement le fichier empty 100g.qco2 vers, par exemple, pfSense configured.qcow2. Alors, on peut le faire aussi différemment. Si vous n'êtes pas assez à l'aise avec la ligne de commande, vous pouvez tout simplement revenir dans la configuration du template et lui dire dans les disques qu'on va créer un nouveau disque. Alors attention, quand on crée un nouveau disque en passant par le template, eh bien, il nous propose par défaut 30 Go. Alors on aurait tendance à se dire, bon, 30 Go c'est un petit peu beaucoup pour un système qui en fait que à peine quelques-uns, et vous pourriez tenter de mettre que 10 Go. Alors attention, avec 10 Go, le système ne démarrera pas, vous allez avoir une erreur. Donc on va lui mettre par défaut 30 Go. Par contre, on le crée par la modification du template ou par copie, eh bien on va être quand même obligé avec un ls, donc on va retrouver, une fois que j'aurai fait mon ls, mon fichier qui vient d'être créé, je vais devoir le modifier les droits. Si je fais un ls-l, on voit bien que le fichier est en écriture uniquement pour root. Et les utilisateurs n'ont pas le droit d'écrire les fichiers. Donc ils sont protégés en écriture. Donc pour pouvoir modifier ce fichier, pour pouvoir modifier un template de manière permanente, on va devoir pouvoir écrire sur le fichier. Donc pour ça on va utiliser une commande chmod et je vais faire chmod espace 777 et le nom du fichier que je vais vouloir modifier. Alors si vous ne le faites pas, de toute façon, vous verrez que au démarrage, il va vous dire que le fichier est protégé en écriture, la machine va démarrer les 3 premières secondes et va s'arrêter tout de suite. Alors on va quand même laisser ouvert notre invite de commande, notre SSH, parce que de toute façon on va le remettre normalement en protégé en écriture une fois qu'on aura terminé. Alors je reviens dans la configuration de mon template. Si j'ai utilisé ou créé un nouveau disque, eh bien on va le retrouver dedans. Sinon, on met le nom du nouveau disque. Et on va passer en mode avancé. Donc en mode avancé, on va tout simplement décocher d'utiliser une machine liée. Donc en réalité, on va l'utiliser en direct. Alors au besoin, vous pouvez en profiter pour mettre le clavier en français avec -k espace fr. Donc ça, j'en ai parlé la fois dernière, on pourra le faire encore après de toute façon, mais bon, là pour l'installation on n'en aura pas besoin. Quand c'est fait, quand mon template a été modifié, je vais pouvoir l'ajouter à ma topologie. Donc justement, si vous avez bien mis comme il faut un chmod 777 sur le fichier, il ne devriez pas avoir d'erreur. Et on va démarrer la machine. Et là, on va travailler en direct sur le fichier de disque. Donc l'idée maintenant va être tout simplement d'installer notre système. Et là, on va passer à l'installation de notre machine. Alors ça reste une installation classique. Si on l'avait fait sur une machine normale, ça serait exactement la même chose. Que vous le fassiez sur une VM, sur une machine réelle ou comme ici, à l'intérieur de notre GNS3, ça revient exactement à la même chose. Sauf qu'ici, on le fait sur un KVM. Si vous l'aviez fait sur VirtualBox ou sur votre VMware Player, on aurait exactement la même chose.
Donc il va falloir attendre le démarrage. Alors le démarrage peut être quand même assez long. Et puis on a aussi le menu qui est tout de suite proposé. Et on aurait peut-être tendance à appuyer directement sur entrée parce qu'on est toujours un petit peu pressé. Donc des fois quand on appuie sur entrée, on a quelques petits soucis justement liés au démarrage. Il va essayer de démarrer sur le disque dur. Donc là, ben non, on va tout simplement le laisser démarrer tout seul. On va attendre 2-3 secondes et il va démarrer. Et il va vous afficher le copyright. Qu'on va forcément accepter. De toute façon, si on n'accepte pas le copyright, on ne peut pas aller plus loin. Et on va continuer l'installation. Donc là, l'installation va être en fonction des performances de votre serveur, des performances de la machine, du nombre de gigas de RAM que vous lui avez mis, du nombre de cœurs que la machine dispose. Donc forcément, ça va être une installation classique, comme on pourrait la faire de toute façon, et comme j'en ai parlé avec ma vidéo sur FreeBSD. Donc on est sur de l'installation classique. Il va nous demander le clavier. On va choisir le clavier et puis on va continuer l'installation. Alors là on voit quand même que l'installation va copier plus de 20 000 fichiers sur le disque. Donc forcément, suivant les cas, ça va prendre 30 secondes, mais des fois ça peut prendre aussi plusieurs minutes. Donc quand il va arriver à la fin de la copie des fichiers, il va nous proposer soit de continuer et de rebooter le système, ou de passer en utilisation normale, ou sinon il va nous demander si on veut faire quelques modifications sur la configuration. Alors attention, si vous faites quelques modifications sur la configuration, il va vous amener sur du shell, et c'est du shell sur FreeBSD. FreeBSD utilise un système de paquets port, pour les paquets qui sont portés sur FreeBSD, ou un système de fichiers PKG. Ça j'en ai déjà parlé, même si c'est du pfSense, ça reste quand même très fortement sur une base de FreeBSD. Donc on peut le faire maintenant, ou on peut le faire plus tard, d'une manière ou d'une autre. Si vous avez sélectionné de passer sur la modification par le shell, il suffira juste de taper exit comme c'est indiqué. Et quand on tapera exit, il va nous proposer soit de rebooter, soit de passer par le shell. Si on n'a pas sélectionné de passer par le shell, si on lui dit non, de toute façon il va rebooter directement. Alors le reboot va prendre quand même 1 à 2 minutes. Alors même si on a l'impression qu'il installe des nouveaux paquets, qu'il installe un nouveau système, en réalité on est sur un démarrage normal du système. Donc il faudra souvent compter 1 à 2 minutes de manière à ce que le système soit démarré normalement. Quand le système va être démarré, eh bien on va tomber sur le menu de pfSense. Donc là je vais vous laisser faire le tour. Alors il y a pas mal de choses. On peut revoir la configuration, on peut modifier le SSH, vous pouvez aller modifier le mot de passe ou récupérer le mot de passe. C'est comme ça aussi que vous allez voir que le mot de passe pour l'interface web c'est pfSense. Et le compte par défaut, c'est administrateur. Donc c'est pour ça que je disais, on n'est pas obligé de faire les modifications dans le shell à la fin de l'installation. Vous pouvez très bien les faire maintenant. Et là, c'est quand même plus pratique parce que vous avez directement un menu. Par exemple, on peut modifier les interfaces Ethernet. Donc là, si je modifie l'interface Ethernet, on va pouvoir sélectionner soit l'interface qui est côté WAN, sinon on peut modifier l'interface côté LAN. Il va nous demander une adresse IP, on va lui mettre une adresse IP. Une fois que ça sera fait, il va nous demander le masque de réseau.
où on va pouvoir lui mettre un /24 par exemple si c'est un réseau qui est en /24. Donc là il suffira juste de calculer le masque de réseau. Il va nous proposer en même temps si on veut de l'IPv6 ou pas. Alors bien sûr, là j'ai pas validé l'adresse IP. Si vous voulez avoir la bonne adresse IP, il faudra quand même la valider, mais ça va être suivant vos besoins. Alors comme je disais, on est arrivé sur un démarrage normal. Vous pouvez éventuellement continuer sur une utilisation normale. Alors juste pour le rappel, au début on était parti sur l'idée de faire un système permanent. Donc là, on va pas commencer à tout modifier, on va s'arrêter sur la configuration qu'on veut, sans avoir à faire pas mal de choses à côté, et pourrir tout simplement le système. On va garder le système propre au mieux. Donc quand c'est fini, eh bien tout simplement, je vais arrêter le système. Alors on peut revenir sur la modification du template, avec la suppression d'une machine en lien, mais si vous voulez pas avoir de soucis avant de continuer dans les modifications du template, on va quand même supprimer la machine de la topologie. Donc on remet la machine en lien, on peut, et c'est ce que je disais tout à l'heure, on aurait pu modifier le clavier maintenant, puisque de toute façon le clavier finalement on n'en a pas eu besoin. Donc, on aurait bien pu très bien attendre maintenant de mettre le clavier en français. On supprime donc le lien de manière à ce que la machine soit remise en lien et non plus en direct comme on vient de le faire. Et on va terminer quand même par sécuriser notre disque qui vient d'être modifié. Donc je vais reprendre le SSH, je vais reprendre pourquoi pas un WinSCP, un SCP, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez à partir du moment où vous mettez le disque en lecture seule. Donc je vais reprendre le SSH que j'avais gardé ouvert tout à l'heure, et à la place de faire un chmod 777, je vais faire un chmod 644 sur mon fichier. Donc le 644 va mettre lecture-écriture pour l'administrateur et lecture seule pour les autres utilisateurs. Alors il y a quand même une raison pour laquelle j'ai fait cette manipulation, il y a bien une raison pour laquelle j'ai mis ma machine en permanent. Alors déjà la première chose c'est tout simplement que il me propose par défaut pour le LAN 192.168.1.1. Et en fait, eh bien c'est le même réseau que ce que j'ai pour mon réel. Donc là il faut que je le modifie obligatoirement. Donc là, à chaque fois que je vais vouloir utiliser un pfSense, je vais être obligé de faire toute la manip d'installation et toute la manip de configuration derrière. Donc là, ça va être un gain de temps. Et puis, de toute façon, une fois qu'elle est installée, c'est toujours la même chose. Donc pourquoi l'installer à chaque fois? Pourquoi pas utiliser directement une machine déjà installée? Et il suffira juste, accessoirement, si vous voulez faire quelques modifications quand même, de la configurer, mais ça ira beaucoup plus vite. Alors bien sûr on peut faire ça avec n'importe quelle machine, on peut créer des nouvelles machines, vous pouvez le faire avec la configuration de routeur, avec la configuration de pare-feu. Par exemple, si vous avez installé le template de Kali, Kali utilise un CD-ROM, un live CD, et il propose la possibilité d'avoir en USB un disque permanent. Quand on lance Kali, Kali est en anglais. Et bien tout simplement ce que j'ai fait exactement la même chose. J'ai désactivé le lien, j'ai mis le disque USB de Kali en écriture. J'ai configuré Kali avec le clavier en français, le bureau français, la connexion en automatique, j'ai mis mon mot de passe et j'ai arrêté le système. J'ai remis mon Kali en lien et maintenant quand j'utilise un template Kali,
automatiquement, il me le démarre avec mon login, mon mot de passe en automatique et en français. Donc c'est quand même beaucoup plus pratique et on gagne beaucoup de temps. Alors, dans une prochaine vidéo, alors il y aura quand même quelques petites choses qui vont être vues entre les deux. On verra comment configurer pfSense et comment l'utiliser. Alors on va commencer quand même par la configuration du pare-feu, mais en réalité pfSense sait faire beaucoup de choses. Donc le reste suivra avec le temps. Alors justement, j'en profite pour en parler un petit peu. J'espère que vous avez quelques machines de prêtes. Vous allez profiter de ce temps en attendant mes prochaines vidéos pour pouvoir mettre en place quelques machines. Parce que dans des prochaines vidéos, on va voir du web, on va voir du NAT et GNS3, même si effectivement c'est un produit qui est très pratique, ne reste qu'un support. Par contre, c'est quand même beaucoup plus pratique pour les explications. Alors c'est aussi pratique pour de la pré-prod, donc pour pouvoir préparer des machines, pour pouvoir faire du build, pour pouvoir faire du maquettage. Alors aujourd'hui, GNS3 est devenu quelque chose de vraiment très fonctionnel et ça va bien au-delà de l'apprentissage du réseau. Si cette vidéo vous a plu, vous n'oubliez pas de liker, laissez-moi un tip sur tipeee.com/ljpinfo. Abonnez-vous à la chaîne pour retrouver mes prochaines vidéos. Tapez LJP Info pour mes documents. Laissez-moi vos questions, laissez-moi vos suggestions, laissez-moi les commentaires. Et on se dit à bientôt.